Bismillahirrahmanirrahim, Asma Qadiri, professeur de SVT. Je reviens avec vous pour continuer notre activité de soutien qui est la correction de l'examen national du baccalauréat, session normale 2016, concernant la série sciences expérimentales, filière sciences physiques. Mais là, on va travailler le reste, c'est-à-dire les sujets 2 et 3 de la partie 2. Alors, comme je le disais, nous allons travailler sur notre examen national du baccalauréat session normale 2016. Il nous reste la partie 2, toujours dans l'exploitation des documents, sujet 2, qui concerne cette fois l'unité 2. Et toujours dans la partie 2, c'est le sujet 3 qui va concerner l'unité 3. Alors, commençons par le sujet 2, qui est toujours noté sur 5 points aussi. Donc, pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants diploïdes, on propose l'exploitation des données suivantes. Donc, ça va concerner la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée. Alors, les figures du document ci-dessous représentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale, c'est important, dont la formule chromosomique est de n est égale à 4. Là aussi, c'est important. Voilà mon schéma. Alors, j'ai 4 figures. Comme vous voyez, figure A, B, C et D, avec différentes positions des chromosomes. Et on me dit que P1 et P2, P1 et P2, ce sont 2 paires de chromosomes homologues. C'est pour ça qu'on peut dire que j'ai des chromosomes homologues, donc ma cellule est diploïde, et j'ai 2 paires, ça veut dire que j'ai 4 chromosomes, d'où cette formule chromosomique de n est égale à 4. Alors, la question, c'est d'identifier, en justifiant votre réponse, je dois identifier, reconnaître chaque phase, les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Donc là, j'ai 2 verbes auxquels je devrais répondre et surtout, pour ma justification, je me contente de ce que je vois ici, ne pas donner bien sûr, je vais m'aider de mes connaissances, mais je me contente des données ici présentes. Alors, commençons la réponse. Alors, bien sûr, à gauche, vous trouverez les données de l'exercice et à droite, c'est ma réponse. L'organisation de la réponse est très importante, d'accord? Ça vous permet à vous de gagner le maximum de points et ça aide le correcteur à travailler à l'aise avec vous. Alors, la figure A présentait 2 paires, la paire 1 et la paire 2. Je vois que mes paires chromosomiques sont réunies en tétrade. Par exemple, pour la paire 2, c'est la même chose pour la paire 1 aussi. D'accord? Alors, cette formation de tétrade ou de bivalent n'est observée qu'au cours de la prophase 1. D'accord? Du coup, je reconnais d'ores et déjà ma figure A. D'accord? En petit 1, figure A, c'est la prophase 1. Pourquoi? Parce que j'ai la formation des tétrades. Bien, alors je passe maintenant à ma deuxième figure, c'est la figure B. Là, il est clair qu'il y a une migration polaire, il y a une ascension polaire pour les chromosomes, donc je suis dans une anaphase. Est-ce que c'est l'anaphase 1 ou l'anaphase 2? Je dois observer mes chromosomes. Je trouve qu'ils ne sont pas dédoublés, qu'ils ne sont pas homologues et qu'ils sont toujours dédoublés. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu clivage du centromère, mais il y a eu séparation des chromosomes homologues. C'est donc l'anaphase 1. Alors, c'est la migration polaire des chromosomes dédoublés sans clivage des centromères. Ça veut dire qu'au cours de cette phase, il y a eu séparation des chromosomes homologues. Je passe maintenant à la figure C. Elle représente une anaphase aussi, puisque j'ai une ascension polaire ou migration polaire. Seulement là, mes chromosomes ne sont pas dédoublés. Ça veut dire qu'il y a eu un clivage du centromère auparavant. Donc, c'est la caractéristique de l'anaphase 2. Alors, c'est migration polaire avec clivage des centromères. D'accord? Ma dernière phase, c'est la figure D. Pour la figure D, je vois un alignement équatorial de mes chromosomes qui sont toujours dédoublés mais non homologues. D'accord? Alors là, je suis dans la métaphase 2. J'ai une plaque équatoriale constituée de N chromosomes formés de 2 chromatides. Au lieu de dire N chromosomes, je pouvais aussi dire de chromosomes non homologues et bichromatidiens. Bien, alors, d'après mes réponses précédentes, je vois bien que le phénomène biologique qui est représenté, c'est la méiose. D'accord? Ensuite, on me demande, en deuxième question, de réaliser le schéma
de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B du document précédent, en premier lieu, et de déduire le nom du phénomène responsable des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Alors, je jette un coup d'œil sur la figure B, je vois qu'ils ont représenté pour la paire 2 le chromosome en hachuré avec un chromosome représenté en blanc, d'accord, de la paire 1, et là j'ai le chromosome de la paire 2 en blanc avec un chromosome hachuré de la paire 1. Qu'est-ce que je peux proposer comme nouvelle disposition à ma deuxième réponse? C'est de réunir les chromosomes en hachuré ensemble dans un pôle, d'accord, et ceux qui sont en blanc dans l'autre, d'accord. J'aurais fait ce qu'on appelle un brassage interchromosomique, tout simplement. Alors ça, c'est le schéma de la deuxième possibilité de l'anaphase 1, toujours, et le phénomène responsable des deux possibilités, c'est le brassage interchromosomique, qui aboutit à la diversification de l'information génétique des cellules filles, et donc des gamètes issus ou gamètes, d'accord, issus de la méiose, ça veut dire cellules filles issues de la méiose. Vous voyez, je vais avoir dans ce cas 4 types de gamètes. Voilà le premier type, c'est le deuxième, le troisième et le quatrième, grâce justement à mon brassage interchromosomique. Alors, en deuxième partie de cet exercice, on attaque les lois mendéliennes, d'accord? Alors, afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les deux croisements suivants. Il nous propose un premier croisement entre P1 et P2, la femelle aux yeux rouges et aile droite, et le mâle aux yeux pourpres et aile courbée. La première génération obtenue F1 est constituée uniquement d'individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Comme remarque, on me dit que le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats. Très important comme remarque d'ailleurs. Deuxième croisement, c'est entre les mâles aux yeux pourpres et ailes courbées. Ça me rappelle les mâles P2 que je vois ici et des femelles de F1, la génération F2 obtenue, et donc elle compte cet effectif avec ses différents phénotypes. On me recommande d'utiliser les symboles grand R ou petit r pour le caractère couleur des yeux. Donc l'allèle dominant, peut-être le rouge aura grand R, pourpre aura petit r. Et pour les ailes, alors peut-être que aile droite sera dominante et donc symbolisée par grand D, et aile courbée sera récessive et symbolisée par petit d. Ensuite, en exploitant les résultats des deux croisements, déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés, d'accord, donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement, et finalement établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies par cette réalisation. Sur ma feuille de production, j'écris le numéro de la question, et ce que je vais faire, c'est étudier le premier croisement. Je réécris la donnée ici juste pour voir, et je vous conseille toujours de réécrire le croisement de cette manière. Quand vous l'avez devant vos yeux de cette manière, il va être extrêmement facile à étudier. Alors, en premier lieu, je compare les phénotypes des parents. J'ai yeux rouges et aile droite, yeux pourpres et aile courbée. Je suis dans le cas d'un dihybridisme, puisqu'on étudie la transmission de deux caractères héréditaires, la couleur des yeux et la forme des ailes. D'accord? C'est ma première conclusion. En deuxième lieu, je vais voir ce qui se passe au niveau de F1. Est-ce que les hybrides de F1 sont homogènes ou pas? Pour tester la première loi de Mendel, c'est le cas ici, puisque les hybrides de F1 sont homogènes, donc les parents sont de race pure, selon la première loi de Mendel. En troisième lieu, je vais voir le phénotype obtenu en F1 pour déterminer la relation entre les allèles des différents gènes. Alors, j'ai obtenu yeux rouges et aile droite. C'est le phénotype de l'un des parents, donc c'est une dominance absolue. J'ai croisé yeux rouges avec yeux pourpres, je ne vois que les yeux rouges, donc cet allèle-là, il est dominant par rapport à celui-là. Et la même chose, je croise aile droite avec aile courbe, j'obtiens aile droite, donc l'allèle responsable des ailes droites est dominant par rapport à celui responsable des ailes courbées. Donc, le phénotype de F1 est celui de l'un des parents, yeux rouges et aile droite. Il s'agit d'une dominance absolue de l'allèle responsable des yeux rouges, grand R, donc j'introduis le symbole, sur l'allèle responsable des yeux pourpres, petit r, et de l'allèle responsable des ailes droites, grand D, sur l'allèle responsable des ailes
courbée petit d. Dernière chose, et c'est très important, c'est cette petite remarque qu'on m'a introduite ici. Elle est importante pour déterminer est-ce que mon hérédité est liée au sexe ou pas. Puisque le croisement inverse ou réciproque donne le même résultat, ça veut dire que l'hérédité est non liée au sexe. Je passe maintenant, toujours dans ma réponse à la troisième question, à l'étude du deuxième croisement. D'accord? Je réécris, c'est les données de l'exercice, d'accord? Je réécris mon croisement à ma manière, parce que je dois en profiter aussi pour calculer les différentes proportions. Alors, on a croisé une femelle de F1 avec un parent P2, d'accord? Un tel croisement s'appelle un back-cross. C'est clair? Quand je prends un individu de F1 et que je le croise avec l'un des parents, je parle d'un back-cross. En F2, ne jamais travailler avec les chiffres. Chaque fois qu'on vous donne des chiffres, vous devez les transformer en proportions et après, vous pouvez étudier votre croisement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un back-cross car on a croisé un individu de F1, c'est la femelle, avec le parent double récessif, c'est le mâle P2. D'accord? Je passe maintenant aux différentes proportions obtenues. Alors, regardez, RD, c'est parental. Petit r, petit d, c'est aussi parental. Donc là, je suis dans les types parentaux et qui représentent 77%. D'accord? Et là, je suis dans les types recombinés et qui représentent 13%. Vous savez tous que pour calculer cette proportion, par exemple, je prends 390, les chiffres obtenus pour ce phénotype, je divise par le total, ça veut dire la somme de tous ces chiffres, d'accord, et je multiplie par 100. Alors, je remarque que le pourcentage, j'obtiens 4 phénotypes, c'est vrai, dont 2 sont parentaux et 2 sont recombinés, et que le pourcentage des types parentaux est largement supérieur à celui des types recombinés, c'est l'exception à la troisième loi de Mendel, et si c'est une exception, ça veut dire que mes gènes sont liés, d'accord? Donc F2 est composé de 4 phénotypes avec des pourcentages différents. Ça c'est 77% et excusez l'erreur, et là c'est 13%. Les phénotypes 23%, d'accord? Les phénotypes recombinés et le pourcentage des TP est largement supérieur au pourcentage des TR. Je signale que là aussi, ça doit être un 23 et non pas un 13. Donc, je répète, 77%, 23%. C'est l'exception à la troisième loi de Mendel. Les gènes étudiés sont liés. Seulement, ils sont liés partiellement et non pas totalement, puisqu'on a pu avoir des types recombinés. S'ils étaient liés totalement, le cas du linkage absolu, on n'aurait pas pu avoir de type recombiné. Ça, c'est pour l'étude du deuxième croisement. La quatrième question, on m'a demandé d'interpréter mon deuxième croisement en utilisant bien sûr un échiquier de croisement. Ça veut dire qu'il faut donner le phénotype des parents, d'accord? Il faut donner aussi le génotype des parents, puisque le mâle est un double récessif, donc il est petit r, petit d sur petit r, petit d. Je symbolise les chromosomes, homologues de cette manière, parce que c'est porté par des autosomes et non pas des chromosomes sexuels. Et là, c'est ma femelle F1 qui est hétérozygote. Si j'arrive à dégager son génotype, c'est très bien. Si je ne peux pas, sur ma feuille de brouillon, je fais le premier croisement et là, j'aurai son génotype. Alors, chaque individu va former des gamètes à travers la réduction chromatique. Pour le mâle, il va donner un seul type de gamètes dans les proportions 100%, petit r, petit d. Pour la femelle, eh ben, elle va donner 4 types de gamètes, d'accord? Des gamètes qu'on dira parentaux, c'est-à-dire R, grand D, petit r, petit d, et les recombiner suite à un brassage intrachromosomique dans les proportions déjà mentionnées auparavant. Je dresse mon échiquier de croisement, donc ici je porte mes gamètes femelles avec leurs différentes proportions, et là, mon gamète mâle avec sa proportion 100%, c'est-à-dire 1. Donc, ici, j'obtiens des cellules œufs, ça veut dire que je reviens à la diploïdie par fécondation entre ce gamète et celui-là. Ça va donner ce génotype, et ce sera ce phénotype, puisque R est dominant, grand D est dominant, dans cette proportion. La même chose pour la deuxième fécondation, entre grand R, petit d, petit r, petit d.
d'accord? Donc, dans chaque case, je dois donner et le génotype, et la proportion, et le phénotype. J'aurai répondu à ma question. Et je n'oublie pas la phrase magique, c'est que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, interprétation chromosomique juste. À la dernière question, on me demande d'établir la carte factorielle des 2 gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette relation. J'écris. Un petit rappel quand même, c'est que la carte factorielle, c'est un alignement des gènes sur un chromosome basé sur le pourcentage des phénotypes de type recombiné TR. Ça, c'est pour rappel. Alors, petit 5, je dois montrer les étapes de réalisation. Je fais d'abord le calcul du pourcentage des phénotypes du type recombiné TR. Rappelez-vous qu'on avait obtenu 12% et 11%. Ou là, je peux le calculer de cette manière. Le total des individus ayant le type recombiné, que je divise par le total des individus obtenus, c'est 1000, et que je multiplie par 100 pour éviter les virgules, ça me donne 23%. Ce que je sais moi, c'est que chaque 1% correspond à 1 centimorgan. Donc, la distance qui va séparer les 2 gènes est de 23 centimorgans. Donc, je passe maintenant à la représentation de la carte factorielle. Je dessine mon chromosome. Je peux travailler avec un chromosome comme je peux travailler avec les 2 paires de chromosomes. Sur chaque chromosome, je vais représenter les loci, le locus du gène RR et le locus du gène D, grand D, petit d, et je vais dire qu'entre les deux, j'ai laissé une distance de 23 centimorgans. Avec ça, j'aurai fini mes réponses et je passe maintenant au 3e sujet qui est lui aussi noté sur 5 points et qui touche l'unité 3. Alors pour ce sujet 3, on me dit qu'au Maroc, le fleuve de Sbou constitue un des milieux de vie de l'anguille. D'accord, c'est une sorte de poisson. Au cours de ces dernières années, les eaux de ce fleuve sont menacées de pollution liée à certaines activités humaines. Afin de montrer l'effet de cette pollution sur la multiplication de ce poisson, on propose l'exploitation des résultats d'une étude des eaux du bassin de Sbou. Le site d'étude est indiqué sur la carte du document 1. Et bien justement, on me donne ici les limites du bassin de Sbou avec là. On va vers l'amont, ça veut dire vers la montagne, et ici on va vers l'aval, ça veut dire vers la vallée. Le site d'étude se situe ici, d'accord? Et je remarque aussi que tout le long de ce bassin, il y a trois barrages qui ont été construits. Est-ce que ça a un impact ou pas? C'est ce que nous allons voir à travers cet exercice. Alors, le document 2 montre l'évolution de la productivité de l'anguille au niveau du fleuve de Sbou depuis 1992 jusqu'à 2004. Voilà mon document. Dans l'axe des ordonnées, j'ai la productivité en tonnes et là, j'ai les années. Donc, il représente la productivité annuelle de l'anguille. La question est la suivante. Décrivez l'évolution de la productivité de l'anguille représentée par le document 2. Je dois me munir d'une règle, d'accord, et d'un crayon pour pouvoir justement décrire. Décrire, c'est rapporter ce que je vois tout simplement. Et là, ma courbe, ou là, ma productivité, pas question de dire courbe, il faut utiliser productivité. Elle augmente, elle va d'une valeur à une autre et je dois argumenter ma phrase. Donc, je prends ma règle, je fais une projection sur l'axe des ordonnées pour avoir la productivité et de combien, et je dis qu'il y a une augmentation, et aussi sur l'axe des abscisses pour déterminer l'année. Donc là, de 1992 à 1994, on observe une forte augmentation de la production annuelle des anguilles. Elle est passée de 40 tonnes à 88 tonnes. Et là, je fais ma règle de 3 pour déterminer la valeur exacte, sachant que ici, c'est 100 tonnes. Ça, c'est pour la première partie. Je n'ai pas fini mon étude. Je remarque que que ma productivité maintenant, elle descend. Ça veut dire qu'il y a une diminution. Je fais ma projection sur l'axe des ordonnées pour déterminer la valeur et sur l'axe des abscisses pour déterminer l'année. Et je dis qu'il y a une forte diminution, d'accord, puisqu'elle passe de 88 en 1994 à 20 tonnes en 1997. Donc de 1994 à 1997, on enregistre une forte diminution de la productivité annuelle des anguilles. Elle atteint 20 tonnes. Pour le reste, c'est ondulation. Quand j'ai des ondulations de la sorte, je parle d'une stabilité relative entre une valeur minimale
qui est 20 et une valeur maximale que je vais déterminer par projection justement sur l'axe des ordonnées. D'accord? Donc à partir de 1997, on observe une stabilité relative de la production annuelle des anguilles entre 20 tonnes, c'est la valeur minimale, et 33 tonnes, c'est notre valeur maximale. Bien, alors pour expliquer la variation de la productivité de l'anguille observée de 94 à 97, rappelez-vous, c'était la forte diminution de 88 tonnes à 20 tonnes. Un écologiste a proposé deux hypothèses. La première, c'est que la variation observée est liée à la construction de barrages dans la zone concernée. Rappelez-vous qu'il y a 3 barrages. La deuxième, c'est qu'elle est liée à la pollution des eaux du fleuve de Sbou par des polluants résultant des activités des unités industrielles installées sur les rives de ce fleuve. On me dit que pour justement vérifier ces deux hypothèses, on propose les données suivantes. L'activité des unités industrielles localisées dans le bassin de Sbou aboutit à une pollution organique des eaux. 70% des polluants organiques émis dans les eaux du fleuve proviennent des unités de la production du sucre, du papier et d'huile d'olive, alors que 100% des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles. Et le tableau 3 du document 3 donne les résultats de mesure de la concentration des 3 métaux lourds dans les organes du poisson d'anguille de Sbou pendant la période 94-97, c'est-à-dire là où on a remarqué une forte diminution, ainsi que les concentrations normales des métaux lourds selon l'Organisation mondiale de l'OMS. C'est la norme à ne pas dépasser. Alors je jette un coup d'œil sur mon tableau, on me donne les concentrations dans les organes d'anguille et la concentration normale selon l'OMS. L'unité étant le microgramme par gramme de poids frais pour nos 3 métaux lourds. La question est la suivante. En se basant sur les données du document 3 et les données précédentes, d'abord comparer la concentration des métaux lourds dans les organes par rapport à la normale, puis expliquer la différence. Là aussi, j'ai deux choses à donner comme réponse. D'abord la comparaison, et comparer ça veut dire est-ce qu'il y a augmentation, diminution ou rien du tout, et ensuite expliquer la différence observée. Alors quand je jette un coup d'œil sur mon tableau, je vois aussi bien pour le mercure que pour le plomb que pour le cadmium, les concentrations dans les organes de l'anguille sont nettement supérieures à la concentration normale, à la norme qui est définie par l'OMS. D'accord? Et c'est ce que je vais dire. On remarque que la concentration des 3 métaux lourds au niveau des organes de l'anguille sont plus élevées que les concentrations normales de l'OMS. Pourquoi justement est-ce que c'est élevé? Eh bien, c'est ça l'explication que je dois donner. Tout simplement parce que mon anguille, elle vit dans des eaux, dans l'eau de Sbou qui doit être polluée. D'accord? On explique donc la forte concentration des métaux lourds par rapport aux concentrations normales définies par l'OMS par le fait que ce poisson vit dans des eaux contaminées par des métaux lourds qui proviennent des activités industrielles déjà mentionnées auparavant. Alors ensuite, on me demande laquelle des deux hypothèses a été vérifiée et de justifier ma réponse. Il est clair que ce n'est pas la construction des barrages qui est derrière cette diminution, mais plutôt la deuxième hypothèse, c'est que c'est le fait qu'il y ait émanation de métaux lourds ou la pollution de notre milieu. Donc l'hypothèse vérifiée est la deuxième. La justification, c'est que la diminution de la productivité annuelle des anguilles pendant la période d'étude est due à la pollution des eaux de Sbou par les polluants industriels. En dernier lieu, on va me demander de proposer 2 procédures convenables permettant la sauvegarde, je reviens en arrière, de l'équilibre de l'anguille dans les eaux de Sbou. Et pour cette proposition, je dois rester limité à mon exercice. D'accord? Je dois proposer des procédures convenables qui vont avec les données de l'exercice. Comme la pollution est due à l'émission de métaux lourds par les unités industrielles, je peux leur conseiller premièrement de traiter, comme procédure 1, de traiter les eaux usées générées par les activités industrielles avant de les verser dans le fleuve de Sbou. Deuxièmement, je vais leur proposer, en un deuxième temps, de construire des unités industrielles loin du fleuve de Sbou, de les éloigner
du fleuve de Spa. Avec ça, nous arrivons à la fin de la correction de notre national. Je vous souhaite bonne chance.